ciel. C'est ce fameux que je vous ai... Alors ça, voilà, ça c'est la distribution de température. Donc c'est un peu reconstitué. Donc de l'émission, de la température en fonction de la direction dans l'intégralité du fond de ciel. Et alors, c'est une carte qui a une assez bonne résolution, c'est-à-dire qu'on voit des degrés de résolution angulaire, c'est de l'ordre de 5 minutes d'arc. En fait, la pixelisation est encore plus petite. Ce qui est approprié pour à peu près sortir toute l'information cosmologique qui est disponible à l'humanité. Et là-dessus, en fait, la table de couleurs, que je ne sais pas montrer, mais est telle qu'on peut distinguer sur cette image des déviations qui sont 1 million de fois plus petites que la moyenne de ce rayonnement. Donc en gros, c'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, ce rayonnement, c'est le rayonnement dit à 3K, enfin à 2,7 degrés Kelvin. Et ce que vous voyez là, c'est qu'il y a les plus petites fluctuations qu'on voit sont de l'ordre de quelques millionièmes de degrés Kelvin, comme je vous les avais annoncés. Voilà. Alors, ça, on va se reposer maintenant, se remettre ça. Alors évidemment, cette image-là, c'est ce qu'on a rêvé. Je vais passer un peu plus de temps après sur comment l'interpréter, mais c'est celle qu'on a rêvé, c'est-à-dire celle où, quand on a vu les premières tâches de Kobe, la première détection, avec les tâches étaient plutôt de cette taille-là, et puis avec un niveau de bruit qui était aussi important que le signal, eh bien le rêve c'était précisément de dire on va faire l'image ultime, elle va faire tout le ciel, elle va avoir 5 minutes d'arc et elle va avoir, on va avoir la capacité à avoir des contrastes de l'ordre du millionième de degré. Et ben voilà, 20 ans plus tard, la voilà. Alors maintenant, donc pour nous c'était un moment quand même d'assez grande émotion quand même quand on a commencé à y croire, à se dire oui, à travers tous les recoupements qu'on a faits, on pense que c'est pas, disons, le rayonnement de la galaxie, ou un mauvais fonctionnement de nos détecteurs, ou, il y a beaucoup de choses dont il faut s'assurer avant de se dire oui, je suis bien en train de regarder le fond de ciel qui me traduit littéralement avec des petites couleurs les inhomogénéités, les variations de conditions il y a 13,8 milliards d'années qui font que ces fluctuations-là se sont développées là-bas en des choses qui ressemblent à nous, à des galaxies, etc. Donc c'est cette image, en gros, d'un coin de l'univers lointain, mais tel qu'il était, disons, à la fin du premier jour, si l'univers avait 100 ans aujourd'hui. Alors, il faut repenser un petit peu à cette image. Je vous ai dit, a priori, bon, on voit des galaxies autour de nous, j'ai commencé par là. Je vous ai dit, on voit qu'il y a des grandes structures, c'est pas homogène. Je vous ai dit aussi, quand on remonte suffisamment dans le temps, on remonte à une époque où matière et rayonnement sont liés, et où on ne voit que les premiers grumeaux. Et c'est cette image-là dont je viens de vous parler. Mais en fait, ça c'est déjà presque tard dans l'histoire de l'univers, même s'il est simple, c'est déjà 380 000 ans. 380 000 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 13,8 milliards d'années. Mais c'est quand même tard. Et en fait, les développements théoriques qu'on a menés dans les années, disons qu'on a commencé dans les années 70, c'est beaucoup développé dans les années 80. J'ai moi-même participé à une des théories alternatives de comment ces structures sont engendrées dans les années 80. L'idée, c'est que, en fait, pour trouver l'origine de ces grumeaux-là, là, je vous ai dit, on voit leur empreinte. Je n'ai pas dit que c'était là qu'ils étaient engendrés. Si on se pose la question, mais quand est-ce que ça peut être engendré? Alors on prend, et encore une fois, là on est dans un domaine où c'est peut-être très tôt dans l'histoire de l'univers, mais les échelles d'énergie qui sont considérées à t = 380 000 ans, c'est quelques milliers de degrés. Donc on est dans la physique classique. On connaît toutes les lois. Donc à part le fait qu'on applique ça, grâce à la relativité générale, sur des échelles colossales, on connaît la physique. Et donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on sait engendrer ces fluctuations, disons, un peu avant? Ben, la réponse, c'est non. Et qu'en fait, quand il faut remonter beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers, beaucoup plus tôt. Et pour le moment, on est plutôt en train de penser à 10-36 secondes après le Big Bang, pour trouver des mécanismes qui permettent d'engendrer de manière naturelle ces premiers grumeaux. Alors, ce mécanisme, il y a
il y a plusieurs propositions qui ont été faites, mais disons que celle qui maintenant, dont les résultats de Planck dont je vais vous parler a été considérablement conforté, c'est le mécanisme dit d'inflation. Alors, ça, je vais en dire quelques mots. Cette période d'inflation, l'idée, c'est de dire, on est très très tôt dans l'histoire de l'univers. On est très au-delà du modèle de la physique des particules, du modèle dit standard. Pour vous donner une idée, le LHC, donc le X, tout ça, ça sonde des échelles de temps de l'ordre de 10-9 secondes après le Big Bang. Donc c'est déjà très 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 tard, c'est déjà très très basse énergie par rapport à ce dont je vous parle, qui est plutôt de l'ordre de 10-30 secondes. Donc des échelles d'énergie absolument phénoménales. Où là, on est avant toute matière, on est avant tout rayonnement. On est en fait plutôt, toujours selon ce scénario, dans un état essentiellement de vide, parcouru de fluctuations très énergétiques, parcouru de fluctuations quantiques, puisque si j'ai cru comprendre, Sirois parlait de bouillonnement des champs, si j'ai bien entendu, c'est de ça dont on parle. Mais là, c'est un champ qui n'est pas le champ de Higgs, c'est le champ qui est plutôt le champ de l'inflation. Et ce qu'on pense, c'est que au cours de cette phase-là, ces petites fluctuations dites quantiques, qui sont celles qu'on ne peut pas empêcher, qui sont dans tout, celles qui sont spontanées dans un milieu, au cours de cette phase-là, il y a eu une phase d'expansion qu'on appelle quasiment exponentielle, extraordinairement rapide, qui ont permis de transformer l'échelle de taille de ces fluctuations et de les étendre, en gardant leur contraste, jusqu'à des échelles littéralement cosmologiques, phénoménalement grandes. Donc en fait, cette théorie qui paraît absolument incroyable, mais qui est basée sur de la mécanique quantique assez simple, c'est finalement, très tôt dans l'histoire de l'univers, on est dominé par une force d'énergie qui n'est pas encore ce dont on parle nous, enfin de ce qui nous entoure plus exactement. Et au cours d'une phase d'expansion et de dilatation extraordinairement rapide, les fluctuations quantiques du vide sont étendues, dilatées jusqu'à des échelles absolument phénoménales et vont être, par la suite, la source de croissance de toutes les structures et notamment de toute la complexité. Alors donc là, cette espèce de parcours que je vous propose, c'est donc de dire, alors on n'est pas encore, c'est bien après le temps de Planck, ça. Donc on n'a pas, c'est 10-36 secondes, c'est quand même encore 1000 fois plus tard, quoi, vite dit, par rapport au temps de Planck. Donc on n'est pas dans un domaine où on peut se dire, mais comment vous pouvez dire quoi que ce soit, vous avez besoin de gravité quantique, on l'a pas, vous n'avez pas cette théorie, donc on est au-delà du modèle standard, mais on est quand même dans un domaine où on peut utiliser la gravité habituelle et, disons, le formalisme de la mécanique quantique. Alors, donc l'idée, c'est donc, il y a cette phase d'inflation, elle génère les fluctuations primordiales, elles vont se développer pendant 380 000 ans. À un moment donné, matière et rayonnement se découpent, la lumière garde l'empreinte des grumeaux tels qu'ils sont à ce temps égal 380 000 ans, et 13,8 milliards d'années plus tard, avec nos petits détecteurs, on enregistre la variation de flux qu'on reçoit entre différentes parties. Alors, maintenant revenons. Donc si je regarde à cette image, maintenant je vais essayer de vous la faire lire telle que moi je la vois. Je vous ai dit, ces fluctuations sont engendrées quasiment au temps zéro, 10-36 secondes, c'est tellement ridiculement petit qu'on a beaucoup de peine à le concevoir. Et elles vont simplement évoluer, en fait sous forme d'onde acoustique, pendant 380 000 ans. Donc en fait, vous imaginez bien que pendant ces 380 000 ans d'évolution, les choses peuvent bouger. Une onde sonore, par exemple, va pouvoir se propager sur une certaine distance. Quelle est cette distance maximale? En gros, la distance maximale pour toute interaction, c'est la distance que peut parcourir la lumière pendant 380 000 ans. Si on regarde à quoi ça correspond sur cette image, ça correspond à 1 degré sur le ciel. Donc en fait, on peut séparer cette image en la lissant à l'échelle de 1 degré
en gardant que l'image à grande échelle, c'est celle-là, et puis faire la différence entre les deux, et regarder la structure à petite échelle. Alors là, dans cette opération, et donc ce que ça veut dire simplement, c'est que cette image-là, c'est la somme de ces deux images-là. Ça, c'est la partie grande échelle au-delà du degré, et ça, c'est la partie petite échelle en deçà du degré. Ce que je vous ai dit, c'est que, a priori, à toutes ces échelles-là, la lumière n'a pas eu le temps de parcourir la distance qui sépare deux points de l'image. Donc là, vous voyez, si on a compris ce qu'on fait, vous êtes en train de voir littéralement l'empreinte non modifiée des fluctuations quantiques du champ, de l'inflation, du vide, à t égale 10-36 secondes. Et vous le voyez avec vos yeux. Bon, certes transcrit avec des couleurs, etc., mais vous voyez